Bonjour et bienvenue à Si Proche, au cœur de la proche aidance, un balado présenté par le Carrefour des proches aidants de Québec. J'aurai l'honneur de vous présenter cette série qui portera sur divers sujets de la proche aidance. Je m'appelle Camille Saint-Louis, intervenante psychosociale au Carrefour des proches aidants de Québec. Bonjour, mon nom est Nathalie Mancé, je suis éducatrice spécialisée au Carrefour des proches aidants de la Ville de Québec. Je fais des répits à domicile, j'anime un groupe aussi de soutien à la Croisée des Chemins et je suis ici pour discuter avec Camille de la proche aidance. Le sujet d'aujourd'hui portera sur les deuils blancs. Donc, Nathalie, pour commencer, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi justement un deuil blanc? Bien, un deuil blanc, pour faire simple, c'est quand on vit un deuil, quand la personne qu'on accompagne dans la maladie est encore en vie. Et on la voit perdre des capacités, puis suite à ça, c'est un processus de deuil qui s'enclenche. D'ailleurs, le processus de deuil s'enclenche dès le diagnostic, l'annonce du diagnostic. Puis par la suite, il y a des étapes qui s'ensuivent et il faut essayer de trouver un équilibre à travers ça. Selon toi, est-ce que justement les deuils blancs, c'est différent du deuil qu'on appelle un peu plus traditionnel? Le deuil traditionnel, en fait, c'est lorsqu'on perd l'être cher, la personne n'est plus là et à ce moment-là, il faut réapprendre à vivre. Aujourd'hui, on va avoir la chance de discuter des deux choses. Il faut continuer à vivre quand on vit un deuil blanc et il faut réapprendre à vivre quand on vit un deuil traditionnel. OK, intéressant. Quand on parle justement du deuil blanc, que la personne est encore physiquement là, mais que dans le fond, il y a comme tout le côté cognitif dans le fond qui décline, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est-ce qu'on peut accepter dans le fond tous ces changements-là, puis comment qu'on vit à travers tout ça? En fait, c'est très difficile à accepter. Ce que j'en ai vu de mes propres yeux, c'est que c'est une étape qui est vraiment pas facile. C'est là qu'on vit les étapes du deuil. On peut vivre toutes sortes d'émotions. On vit de la colère, on se demande pourquoi ça nous arrive à nous. Des fois, on se dit non, c'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Puis tant qu'on ne fait pas la paix avec ça, on n'est pas capable de vraiment voir une lumière au bout du tunnel. C'est vraiment difficile pour la personne qui accompagne quelqu'un qui est malade. Mais c'est possible de trouver un équilibre à travers ça, mais ça prend un certain temps. Et c'est ça. OK. Donc pour toi, le temps, c'est vraiment un facteur, dans le fond, qui permet de tranquillement accepter tout ça. Le temps est important, mais le temps varie d'une personne à une autre. Il y a des gens qui font un deuil relativement rapidement, qui sont résilients très rapidement. J'ai vu des... D'ailleurs, le deuil est aussi pour la personne qui est malade. Donc, c'est ça, les deux vivent un deuil, les deux vivent ensemble. Parfois, ils n'en parlent pas. C'est extrêmement difficile à traverser, mais c'est faisable. Mais le temps, il y a des gens qui vont accepter quelque chose rapidement, puis il y en a d'autres que ça va être extrêmement long. Il y en a qui ne l'accepteront jamais. Fait que ça, c'est clair. S'il y en a qui ne l'acceptent pas du tout, ils restent carrément dans le déni. C'est pas vrai, je suis pas malade. Fait que ça arrive aussi. T'sais. OK. Puis ça, justement, ça vient comme rendre plus difficile de passer ce deuil-là quand c'est que le deuil ne voit pas la fin. Okay. En fait, c'est que tu restes toujours en train de tourner en rond dans l'état de choc, la colère, puis à un moment donné, c'est que ça peut mener à la dépression. C'est un état dans lequel il faut absolument sortir parce que sinon on s'en sort pas. Okay. Fait que c'est un passage obligé. Mm-hmm. Comme le passage obligé quand on perd un être cher, on est obligé à un moment donné de passer à autre chose, d'essayer de voir une lumière au bout du tunnel. Mais la personne qui ne voit pas de lumière au bout du tunnel jamais, c'est sûr qu'elle tourne en rond dans la noirceur. C'est sûr que c'est un cercle vicieux. OK. Puis justement, tantôt tu parlais là, de plein d'émotions, dans le fond, qu'on peut vivre. Là, des fois, on peut penser à la confusion, à la tristesse. Comment est-ce qu'on peut faire face à ces émotions-là? Comment on peut faire face à ces émotions-là? Moi, je dirais souvent, ce que je regarde avec les gens, c'est leur filet social. Un filet social, c'est ce qu'on appelle les amis qui sont autour,
les amis proches, de regarder aussi les enfants, jusqu'à quel point ils peuvent aider. Il y a des enfants qui aident, il y en a qui ne s'impliquent pas du tout. Encore là, c'est toutes des choses, des facteurs qui peuvent aider à traverser un deuil. Mais en même temps, on peut aller chercher de l'aide, d'aller jaser avec quelqu'un, ça peut aider. D'aller s'impliquer dans un groupe de soutien aussi, ça peut aider parce qu'on voit d'autres gens qui sont comme nous. Puis là, on dirait que ça dégonfle, on se sent moins toute seule et puis ça brise l'isolement. L'important, c'est de briser l'isolement et de ne pas rester à la maison avec ça. Il ne faut pas rester seul, isolé avec la maladie, avec son mari, puis penser qu'on est seul au monde parce que là, c'est la noirceur. Fait qu'il faut aller vers les solutions. Il faut essayer d'aller vers les solutions. C'est pour ça que le Carrefour des proches aidants est là, pour aider ces gens-là à sortir de ça, puis sortir de l'isolement. Puis c'est aussi, quand la personne perd des conditions, ce qui est difficile, c'est de voir l'être cher, puis être capable d'avoir une discussion avec l'être cher. C'est extrêmement difficile quand tu as passé 30, 40, 50, 55 ans, 60 avec cette personne-là. C'est extrêmement difficile de plus être capable d'échanger. Puis là, s'installe une solitude profonde. Puis c'est cette solitude-là qui est vraiment dangereuse, je trouve. Parce que le fait d'être isolé à la maison, si on n'a pas de filet social, si on n'a pas personne pour nous aider, c'est vraiment lourd. C'est vraiment triste et pénible. OK. Donc, c'est ça, de ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que malgré le fait que la personne aidée est toujours présente, la personne proche aidante, en fait, se ramasse un peu isolée, étant donné que cette personne-là, dans le fond, change. Là. La personne aidée change beaucoup. Oui. Puis, en fait, ce que j'aimerais préciser, c'est que quand on aide quelqu'un, c'est très facile de tomber dans de s'oublier. On s'oublie totalement. Fait que c'est très difficile Les projecteurs sont tous sur la personne qui est malade. Les gens appellent chez toi, ils te demandent comment il va ton conjoint, comment va ta conjointe. Ils te demandent rarement, ce que j'ai eu comme commentaire des gens que j'ai aidés à date, c'est qu'ils demandent rarement comment toi tu vas. Puis ça vient, ça touche. Puis de plus en plus, ça renforce le sentiment d'être seul, parce que là, on se dit, coudonc, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Fait que c'est là qu'intervient, il faut justement, l'aide d'un professionnel peut être vraiment nécessaire justement pour sortir de ça, puis de briser l'isolement. C'est très important de briser l'isolement, autant pour la personne, le proche aidant, que pour la personne qui est malade. C'est aussi important. Parce que plus vite on apprend à sortir de ça, il faut apprendre à se faire une vie, à continuer à vivre, même si cette épreuve-là arrive dans notre vie. Puis curieusement, après avoir passé ça, les gens en sortent. C'est difficile à croire, mais les gens en sortent avec grandi. Ils vivent des choses extraordinaires que personne d'autre n'aura pu vivre. Il y a des expériences quand même très positives qui sortent d'avoir aidé quelqu'un comme ça à long terme. Mais c'est important d'avoir de l'aide. Puis justement, tu parles beaucoup de l'isolement, puis de sortir de l'isolement. Qu'est-ce que tu donnerais comme truc à quelqu'un qui arriverait et qui serait isolé? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle brise cet isolement-là? Bien, premièrement, je lui dirais d'essayer de s'impliquer dans un groupe d'entraide pour justement qu'elle puisse se comparer à d'autres personnes. Ça, c'est super important qu'elle se sente plus seule. Souvent, ce que j'entends, c'est que les gens ils disent, ben oui, mais les gens ils disent, ah, mais je sais pas comment tu fais, tu sais. Je sais pas comment tu fais pour garder ton mari à la maison. Ah, mais tu devrais te placer, tu sais. Mais c'est pas ça qu'ils veulent, ils veulent le garder à la maison. Fait qu'il faut aller toujours vers un mode solution. Trouver des solutions pour être capable de garder la personne à la maison. C'est sûr que c'est un processus, groupe d'entraide. L'intervenant psychosocial aide aussi à orienter la personne à dire, écoutez madame, c'est sûr qu'à plus ou moins long terme, vous allez avoir besoin de se laisser. Fait que là, il faut impliquer les services aussi autres autour tranquillement pour justement préparer. Moi, je travaille beaucoup en prévention. Que quand la vague arrive de besoin, bien, il faut que la personne soit prête. Puis aussi que la personne qui est proche aidante, bien, qu'elle continue à se faire une vie en parallèle. Qu'elle continue des fois à inviter même un couple qu'elle va avoir rencontré quelqu'un dans un groupe d'entraide, puis elle peut inviter un couple, moi je les invite à faire des activités, même s'ils sont ils accompagnent une personne malade. Il faut qu'ils sortent de la maison. C'est vraiment important. Donc sortir de la maison, voir d'autres gens, reconstruire son filet social comme tu disais. Oui, reconstruire son filet social, puis aussi penser aux activités qu'on aimait faire avant. Parce que c'est dur, il y a souvent la culpabilité qui est là, puis on se sent coupable de nous autres s'amuser,
la personne qui est proche aidante va se sentir coupable d'avoir du bon temps parce cause que la personne est malade. Fait que c'est comme, puis là, c'est tout un travail à faire de justement arrêter de se permettre du bon temps quand l'autre est malade, tu sais. Fait que c'est toute une démarche de réflexion, puis je veux dire, quand la personne arrive à un moment donné à arrêter, puis à prendre soin d'elle, des petites choses, commencer par des petites choses, ben là, c'est là que les petits pas par petits pas, ben on y arrive, puis c'est d'apprendre à vivre le moment présent, parce que une personne malade, déficit cognitif, il n'y a pas une journée qui est pareille. Fait que c'est comme on essaie d'installer des choses qui vont être régulières, mais il n'y a rien de régulier dans cette maladie. On ne sait pas comment ça va se développer, on ne sait pas comment ça évolue. D'une personne à l'autre, c'est différent. Fait que oui, on donne des trucs, mais la personne, elle doit constamment s'adapter. Ça demande énormément de patience et de résilience pour arriver à vivre avec une personne qui a un déficit cognitif. Là, justement, on a mis un peu en parallèle c'est quoi un deuil blanc versus un deuil traditionnel. Dans les deuils traditionnels, on entend souvent parler de 7 étapes du deuil. Est-ce que tu peux me parler un peu des étapes, dans le fond, du deuil blanc? Ben, en fait, c'est les mêmes étapes. Mais en parlant d'étapes, les étapes ne sont pas nécessairement vécues de la même manière d'une personne à une autre. Il y en a qui vont rester plus longtemps dans la colère, il y en a qui vont rester dans le déni plus longtemps, il y en a qui vont rester dans l'état de choc plus longtemps. Je dirais que les 3 premières étapes, en tout cas émotions vécues, c'est le choc, le déni puis la colère. Ça, c'est des émotions qui sont tout à fait légitimes. Puis c'est sûr que on passe par là. La personne passe par là. Par la suite, c'est sûr qu'il peut y avoir un état de dépression qui arrive. Parce qu'on ne sait pas, tu sais, il faut faire le deuil de nos projets futurs, le deuil de notre retraite, le deuil des voyages qu'on avait prévus. Là, c'est quoi là, ma vie maintenant? C'est ça ma vie, de rester à la maison 24/24, enfermée avec mon mari. C'est beaucoup, beaucoup de choses. La dépression, souvent, les gens ils souffrent énormément de solitude dans cette période-là, puis c'est là que c'est important de sortir de cet état-là en brisant la solitude. Comme j'ai parlé tantôt, il faut briser cette solitude-là, mais quand on est en état de dépression, c'est préférable d'aller chercher de l'aide parce qu'on peut descendre très bas. Puis de prendre la médication quand le médecin le prescrit, c'est pas une faiblesse. C'est comme se soigner puis prendre soin de soi, parce que des fois, le système nerveux n'est plus capable d'en prendre, puis ça prend absolument ça pour rétablir un équilibre au niveau mental. C'est pour un moment, puis il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de réticence avec ça, puis des fois, ça les aide pas du tout. Ça les amène à descendre encore plus creux dans la dépression. Après ça, si on arrive à passer à travers les 4 premières étapes, là, on arrive à se résigner. Là, il y a l'étape de résignation. Là, ma vie, c'est ça. C'est ça ma vie à cette heure. C'est ça que je vis. Puis, bon, là, il y a le questionnement. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, c'est là qu'on commence à chercher les outils. C'est là qu'on commence à se demander qu'est-ce que je vais faire, vers où je vais me tourner, qui va pouvoir m'aider. On commence à se poser des questions. Il y a l'acceptation aussi, accepter la situation qui arrive. Le fait d'accepter, ça permet de... Là, on est rendu à l'étape où on commence à se remémorer que dans le fond, on a eu des très bons moments avec cette personne-là. Puis ça vaut la peine de l'aider, tu sais, parce que souvent, tu as passé ta vie avec, puis tu te dis, OK, c'est comme ça maintenant ma vie, puis je me suis résignée, puis je l'accepte, puis on continue à regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis là, là commence la reconstruction, petit à petit. Mais pour se reconstruire, c'est sûr que pour se reconstruire, ça demande aussi, c'est une autre étape qui est très difficile, on va en parler un peu plus tantôt dans l'autre podcast, mais c'est une période aussi qui est aussi difficile, je pense, que la période de deuil. Ça, je me permets de dire ça parce que c'est un processus qui est très long, il faut réapprendre à s'aimer, il faut réapprendre à faire des choses pour soi. Puis accepter de se permettre d'avoir du plaisir quand l'autre personne est malade, c'est extrêmement difficile. Souvent, c'est la culpabilité qui embarque pour plein de raisons. Je n'élaborerai pas toutes les raisons ici, mais c'est vraiment... la culpabilité, ça revient souvent. Ça revient souvent. Moi, j'ai pas le droit parce que mon mari, il est malade. Fait que c'est... mais il faut arriver justement à se dire, mais qu'est-ce qu'il aimerait ton mari, toi, que tu te prives et que tu restes là, à rien faire? Fait que c'est comme...
à travers, à un moment donné, une réflexion, on se dit, ben moi, c'est vrai, dans le fond, peut-être que l'autre, il n'aimerait pas ça que je sois aussi. On n'est pas obligé d'être aussi malade que l'autre, tu sais. Puis dans le pire des cas, c'est qu'on peut se rendre plus malade. Puis si on ne prend pas soin de soi, ben on descend. Fait qu'il y a un sentiment progressif de perte, puis c'est comme ça finit pas, tu sais. Je pense que le défi émotionnel, le gros défi émotionnel, c'est de laisser libre cours à la douleur au début, puis de l'exprimer. Puis souvent, les femmes, c'est des femmes fortes. Hein? On a affaire à des femmes qui disent « Ah, moi, je suis capable. » Surtout la tranche d'âge, je dirais, 80 ans, là. C'est des femmes qui sont habituées de vivre tout seules avec leur mari, de faire leurs choses tout seules, de régler leurs choses tout seules. Fait que 80-90 ans, c'est vraiment extrêmement difficile de laisser entrer quelqu'un chez nous, de demander de l'aide, de dire à nos enfants qu'on a besoin d'aide. Fait que c'est comme, c'est quelque chose qui est pas facile. Mais c'est important de laisser libre cours à nos émotions, puis il faut surtout pas les nier. Parce que si on regarde tout en dedans, ça va sortir inévitablement à un moment donné ou à un autre. On peut se permettre, puis c'est normal, de sauter une coche à un moment donné. Puis ça, je le dis à toutes les proches aidants que j'aide, c'est normal de sauter une coche à un moment donné, puis de dire, moi là, je suis capote, là. L'important, c'est que si vous faites ça, comme crier, donner des coups dans le coussin, n'importe quoi pour se défouler, pour que ça sorte, parce que ça peut faire du bien aussi, il faut s'assurer quand on fait ça que la personne qu'on aide, elle n'est pas à proximité puis qu'elle ne nous entende pas. Parce que la personne malade, elle aussi, elle vit son deuil, puis elle vit son deuil à sa façon, puis souvent, elle n'a pas personne à qui parler. Fait que c'est très important de faire attention à ce qu'on dit devant la personne qui est malade. Des fois, on pense qu'ils n'entendent pas, mais ils entendent puis ils ne comprennent pas mal plus qu'on pense. Fait que faut pas faire abstraction que la personne est dans la pièce. Donc, si je comprends bien, c'est en fait de faire attention à nos comportements, même si on a besoin de les extérioriser, comme crier, c'est de faire attention pour quand on extériorise nos émotions, comme crier dans un coussin, frapper un coussin, mais sans le faire nécessairement en présence de l'autre, pour pas non plus créer de l'anxiété puis une détresse chez l'autre personne. Exactement. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que la personne, plus elle perd le mot, si on parle de maladie d'Alzheimer, moins elle est capable de s'exprimer, moins elle est capable de comprendre les choses, elle ressent les choses de plus en plus. Elle développe comme un sixième sens. Puis si on est anxieux près de ces gens-là, ils le sentent. Si on n'est pas bien, ils le sentent. Si on les aime pas, ils le sentent. Fait que, tu sais, tout ce qu'on ressent dedans, c'est comme si on connecte avec eux. Eux autres, ils connectent facilement avec les gens. Donc, c'est très important d'arriver à trouver une paix intérieure quand on accompagne quelqu'un comme ça. Sinon, ça crée un désordre puis un déséquilibre dans la maison, un malaise qui est extrêmement difficile à vivre. OK. Puis là, justement, tu abordes le fait de crier dans un coussin, tout ça. Est-ce que tu as d'autres trucs à donner aux gens pour essayer de prendre soin d'eux, d'extérioriser leurs émotions, mais aussi de prendre soin d'eux aussi? Ben moi, je dirais, c'est important de prendre du temps pour soi. Ça peut être de se créer des petits rituels. Les rituels sont extrêmement importants. Ça peut être un rituel de thé l'après-midi à 3 heures. Ça peut être, le samedi, je m'offre un bain chaud. Ça peut être d'aller se faire un massage à l'occasion, de demander à une amie de venir l'après-midi. Parfois, au début, c'est difficile de laisser entrer quelqu'un à la maison pour des répits ou des choses comme ça, mais on peut demander aux gens proches de nous de venir prendre soin de la personne, puis de nous offrir des petites choses, petit à petit, puis tranquillement, peu vite, on en vient à être capable de s'en offrir un peu plus, puis on travaille sur la culpabilité, puis c'est possible d'en venir à avoir une vie, comme moi j'appelle ça comme un peu une vie en parallèle, parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de solitude, on n'a plus personne avec qui jaser à la maison, il faut trouver des gens avec qui jaser puis se refaire une vie à l'extérieur. C'est extrêmement important. Puis en continuant avec cette ligne-là, ben, c'est sûr que nous, le Carrefour des proches aidants, ben, on offre plusieurs services. Mais les gens qui accompagnent les gens malades, souvent, ça demande un certain temps avant qu'ils acceptent, comme je l'ai dit, les services à domicile. Il y en a qui ont plus de facilité, puis on le voit vraiment selon les tranches d'âge. Mais c'est pas facile quand même de laisser entrer quelqu'un chez nous. Fait que là, nous, ce qu'on offre au Carrefour, c'est qu'on offre des répits,
on peut demander commencer par un répit de 2 heures, un répit de 4 heures ou 2 répits de 2 heures dans une semaine. On offre aussi les haltes de pause l'après-midi. C'est possible d'apporter la personne, de venir l'amener là, puis de partir 3-4 heures. Mais encore là, tout ce que je dis là, quelqu'un qui accompagne, quand on leur propose ça, ça paraît tellement gros que c'est vraiment un processus qui se fait à long terme et qui se prépare. C'est pas quelque chose qui se fait dans le temps de le dire. On offre aussi des rencontres psychosociales. Les rencontres psychosociales peuvent justement aider à préparer le terrain. Justement, à ce que la personne fasse les démarches nécessaires pour justement être capable, à un moment donné, d'accepter quelqu'un à la maison. Puis souvent, ils ne veulent pas entrer quelqu'un à la maison parce que la personne malade ne veut pas. Puis là, ça aussi, c'est une autre affaire. C'est que à un moment donné, on devient la personne responsable à prendre des décisions, puis il faut voir que l'isolement, c'est pas bon, ni pour la personne malade, ni pour nous-mêmes. Donc, briser l'isolement, c'est vraiment une des priorités à faire si on accompagne une personne malade. Il ne faut pas rester seul avec ça. Intéressant. Puis est-ce qu'on a, justement, je pense que toi, tu offres un groupe qui parle justement des deuils blancs. Pourrais-tu glisser un petit mot par rapport à ça? Oui, moi j'anime un groupe qui s'appelle À la croisée des chemins. Et c'est une activité qui nous permet de nous redécouvrir, de prendre le temps de réfléchir en groupe. Puis en écoutant les autres, ben, des fois, ça nous rappelle des choses qu'on aimait avant, puis que là, on se dit « Ah, ben moi aussi, j'aimais ça faire ça, que ce soit la natation, que ce soit la couture, que ce soit... » L'autre jour, j'ai une dame, elle me dit « Ah, ben moi, je faisais du linge pour mes Barbies. Quand j'étais jeune, j'aimais ça. » Ben, elle dit « Là, je vais recommencer. » Puis même si la personne tourne autour dans la maison, elle est capable de coudre quand même. Puis c'est comme, des fois, il y a des choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi à la maison, puis c'est possible. Mais mon groupe à la croisée des chemins, c'est ça. C'est justement pour outiller les gens aussi, pour avoir des outils, puis être capable de justement avancer, puis voir une lumière au bout du tunnel, puis réapprendre à vivre, tu sais. Ou continuer à vivre avec la personne malade. Parce que moi, mon groupe s'adresse autant aux personnes qui ont vécu un deuil blanc, qu'aux personnes qui ont vécu la perte d'un être cher. Mais c'est sûr que quand tu viens de vivre la perte d'un être cher, tu ne peux pas venir à la croisée des chemins. Parce que la croisée des chemins, c'est vraiment quand tu es passé au travers de ton deuil, puis que là, tu te sens prête à réinvestir sur toi. Tu as envie de réinvestir sur toi, puis tu ne sais pas de quelle manière procéder, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas par où t'en aller, tu ne te souviens plus de ce que tu aimais. Donc, c'est un moment où on réfléchit ensemble et on chemine ensemble. C'est vraiment intéressant. Excellent. Est-ce que tu as d'autres ressources à recommander aux personnes qui pourraient être dans des situations comme on a nommé aujourd'hui? Ben moi, je dirais, il y a un répertoire de ressources qui est très intéressant, qui est offert avec l'appui. L'appui, si on va sur Internet, c'est facile à trouver. Et si on tape notre code postal, on peut trouver toutes les ressources qu'il y a autour de dans notre secteur, dans la région de Québec. Donc, je trouve ça vraiment intéressant pour les gens s'ils veulent savoir s'il y a d'autres ressources nécessaires, que ce soit des fois, il y a des bénévoles qui viennent aider pour des transports, il y a des gens qui peuvent offrir du temps pour faire du ménage, des choses comme ça. Mais si on va justement sur le site de l'appui, on tape notre code postal, on est capable de savoir tout ce qui est disponible autour de chez nous. Mais si vous voulez d'autres questions aussi, il y a le 811, l'info sociale, qui est très intéressant. Si jamais vous êtes à la maison en détresse, ça, le 811, vous allez tout le temps avoir quelqu'un 24 heures sur 24. Puis nous, ben, au Carrefour, on offre du soutien psychosocial, si jamais ça ne va pas ou ça ne va pas bien. Puis c'est ça. On est vraiment un organisme complet. Bien, merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un petit témoignage à nous partager sur une personne ou des gens qui ont vécu ce deuil-là dont tu parles? Moi, j'ai envie de vous parler de 2 personnes que j'admire énormément. C'est 2 femmes extraordinaires qui accompagnent leur mari. Puis je voudrais dire que je pense que ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de facilité à passer au travers les premières étapes du deuil, c'est qu'ils ont mis de l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans leur couple. Ils dédramatisent énormément, ils continuent à communiquer pareil, ils s'adaptent, ils profitent des moments que la personne est plus lucide que d'autres moments, c'est jamais pareil, puis ils ont une capacité d'adaptation vraiment incroyable. Puis ça, ben, je trouve ça vraiment admirable. Puis j'oserais dire que l'humour,
toutes les interventions que j'ai vues jusqu'à maintenant, dépendamment où la personne est rendue dans la dégénérescence cognitive, parce qu'à un moment donné, l'humour, elle peut être mal perçue aussi. Fait qu'il faut faire attention parce qu'une personne atteinte de dégénérescence cognitive, si elle est plus capable de décoder, elle ne comprendra pas l'humour. Mais quand la personne est encore assez présente, puis là, on met de l'humour pour passer au travers de cette étape-là ensemble en couple, on sait qu'on s'en va vers une perte de cognition totale à la longue, mais on le vit ensemble en couple. Ben, ces deux couples-là que je connais le vivent très bien jusqu'à présent. Ils sont, les deux messieurs sont encore assez lucides pour avoir des discussions, mais c'est sûr que les moments de lucidité s'en vont de plus en plus. Mais l'humour vient justement un peu adoucir tout ça. L'humour adoucit tout. L'humour adoucit tout. Ça, j'oserais dire ça. C'est vraiment beau. Ben, Nathalie, j'aimerais vraiment te remercier pour tout ce que tu viens de nous nommer aujourd'hui. Ça nous permet de mieux comprendre c'est quoi justement les fameux deuils blancs dont on entend si peu parler, mais qui prennent tant de place que ça dans l'expérience de proche aidance. Donc, je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Nous tenons à remercier le Monastère des Augustines de nous avoir offert un espace exceptionnel pour filmer notre balado. Votre lieu empreint de calme et d'histoire a permis de créer une atmosphère unique pour nos discussions sur la proche aidance. Merci pour votre accueil et votre précieuse contribution à ce projet. Un immense merci à Humanité, Groupe Patrimoine, pour son engagement en tant que partenaire principal de notre 25e anniversaire. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre générosité et votre engagement à nos côtés pour faire de cet événement un succès.